Dans les récits de la Terre du Milieu, peu de noms résonnent avec autant de mystère que celui de la Moria. Autrefois appelée Khazad-dûm, elle fut le joyau des nains, un royaume bâti dans la pierre, orné de salles immenses et de ponts suspendus dans le vide. Mais cette gloire s'est effondrée, engloutie par l'ombre et le silence. Aujourd'hui, quand on prononce Moria, on n'évoque plus que des ruines hantées, peuplées d'échos, de ténèbres et de choses innommables. Mais une question demeure obsédante. Jusqu'où descendent vraiment ces tunnels ? Quelle profondeur interdite se cache sous les monts brumeux ? Et quels secrets dorment encore dans l'obscurité ? Alors préparez vos torches, avancez prudemment. Et si vous ne voulez pas vous perdre dans l'abîme, abonnez-vous et laissez un like. C'est un peu comme la lumière de Galadriel, ça aide toujours face aux ombres les plus noires. On raconte que Durin, le plus ancien et le plus vénérable des 7 pères des nains, erra longtemps à travers les terres encore sauvages de l'Est. Sa barbe était déjà grise quand il découvrit un vallon caché où les lacs reflétaient le ciel comme des miroirs d'argent. L'un d'eux, Kheled Zaram, devint pour lui un lieu sacré. En se penchant sur ses eaux, il y aperçut une étrange couronne d'étoiles qui brillait au-dessus de sa tête, alors même que le soleil s'était levé. C'était le signe. Ici s'élèverait le cœur du plus grand royaume nain. Sous les monts brumeux, Durin entreprit de creuser et de ses mains naquit Khazad-dûm. Au début, ce n'était qu'un réseau de galeries modestes, des salles taillées pour abriter son peuple, des couloirs sûrs pour s'enfoncer dans la pierre. Mais, génération après génération, la cité grandit. Les nains, guidés par une volonté implacable, élargirent les tunnels, percèrent des puits de lumière, sculptèrent des colonnes si immenses qu'elles semblaient soutenir la montagne elle-même. Ce qui n'était qu'un abri devint bientôt une métropole souterraine. La grandeur de Khazad-dûm tenait à 2 choses, la maîtrise incomparable des nains dans l'art de bâtir et le trésor qu'ils découvrirent au plus profond de la roche. Car sous ces montagnes se cachait le mithril, ce métal plus léger que l'air, plus précieux que l'or, plus résistant que l'acier. Dans toute l'histoire d'Arda, aucune ressource n'égala jamais le mithril. Il pouvait être travaillé en armures impénétrables, en bijoux d'une finesse impossible ou en artefacts qui ne ternissaient jamais. Les Eldar eux-mêmes enviaient ce don et jusqu'au plus puissant des seigneurs convoitaient sa splendeur. Attirés par cette richesse, les nains ne cessèrent jamais de creuser. Leurs marteaux résonnaient jour et nuit et chaque coup ouvrait de nouveaux couloirs, de nouvelles mines, de nouvelles salles. Khazad-dûm ne s'étendait pas seulement en profondeur, elle s'étirait comme un labyrinthe sans fin, avec ses portes à l'est et à l'ouest reliant 2 mondes séparés par la haute chaîne des monts brumeux. Ces ponts, suspendus au-dessus de gouffres insondables, semblaient défier la logique et la peur. Ces escaliers plongeaient vers des niveaux dont même les chroniqueurs n'osèrent plus tracer les cartes. Ainsi naquit ce que l'on pourrait appeler une cité-continent, un royaume si vaste qu'il échappait à toute comparaison. Ni les plus grandes cités humaines, ni les havres des elfes ne pouvaient rivaliser avec l'ampleur de Khazad-dûm. Les salles de festin pouvaient contenir des armées entières. Les ateliers produisaient armes et joyaux qui circulaient dans toute la terre du milieu. Les chants des nains résonnaient dans les cavernes et les flammes de leurs forges illuminaient les ténèbres comme un second soleil. Mais derrière cette grandeur se cachait aussi une ombre subtile, car le mithril, aussi précieux soit-il, exerçait une fascination dangereuse. Plus on en trouvait, plus on en désirait. Plus on en désirait, plus il fallait creuser profondément. La pierre devenait un piège, appelant toujours à descendre plus bas. Les nains, fiers et obstinés, ne pouvaient concevoir de limites à leur œuvre. Chaque génération voulait surpasser la précédente, agrandir encore les salles, ouvrir des galeries toujours plus audacieuses. Et pourtant, dans cette course à la démesure, quelque chose changea dans le regard des habitants de Khazad-dûm. Les salles immenses, jadis lieux de fête et de lumière, commencèrent à s'assombrir. Les échos des marteaux prirent une tonalité plus grave, presque inquiétante. Certains conteurs disent que déjà, dans ces temps anciens,
les nains sentaient sous leurs pieds une présence qu'ils ne pouvaient nommer. Une rumeur dans les profondeurs, un souffle qui n'était pas le leur. Car Khazad-dûm, si grandiose qu'il fût, n'était pas seulement une œuvre d'ingénierie ou de bravoure, c'était une frontière, un seuil vers les secrets les plus enfouis de la terre du milieu. En bâtissant leur royaume, les nains avaient ouvert une porte, et une porte, une fois ouverte, finit toujours par laisser passer quelque chose. Aussi vaste que fût Khazad-dûm, il existait une limite invisible que même les nains n'osèrent franchir pleinement. La frontière entre les galeries connues, cartographiées, illuminées par des torches, et celles qui s'enfonçaient dans des ténèbres absolues. Les premiers niveaux de la cité, bien qu'immenses, restaient des lieux familiers où les pas résonnaient sur des pavés polis, où les forges crachaient encore leur feu. Mais au-delà, il y avait des escaliers qui descendaient dans l'obscurité, des couloirs sans fin qui semblaient se refermer sur eux-mêmes et des gouffres dont nul ne percevait le fond. Les chroniqueurs des nains eux-mêmes, pourtant méticuleux et précis, s'arrêtent brusquement lorsqu'il s'agit de décrire ces zones profondes, comme si l'écriture avait ses propres limites, incapable de saisir la démesure qui régnait en bas. On y trouve seulement des allusions, des régions inachevées, des niveaux interdits, des tunnels maudits. Des endroits où la lumière s'éteignait plus vite que partout ailleurs, où l'air devenait lourd, presque suffocant. Certains affirmaient que l'on pouvait entendre dans le silence des bruits qui ne provenaient d'aucun marteau ni d'aucune forge, comme un battement sourd, lointain, régulier, une respiration enfouie dans la pierre. Les contes des nains transmis autour des foyers parlent de tunnels qui descendaient de plus bas que la racine des montagnes. Certains disaient que les galeries s'enfonçaient jusqu'aux fondations même d'Arda, là où la terre se confond avec le feu. D'autres racontaient que ces couloirs s'étiraient à l'infini, comme s'ils n'avaient pas été façonnés par la main des nains, mais par quelque chose de plus ancien encore. Des voyageurs égarés prétendaient avoir aperçu des rivières souterraines qui disparaissaient dans le néant, ou des cavernes si vastes que même les torches les plus brillantes ne pouvaient en toucher les parois. Et puis il y eut l'événement qui scella le destin de Khazad-dûm, le réveil du Balrog. On dit que ce fut en creusant toujours plus profondément pour extraire le mithril que les nains finirent par déranger cette créature. Le Balrog n'était pas une simple bête tapie dans l'ombre, mais un être de feu et de haine, une relique de la première guerre contre Morgoth. Pendant des âges entiers, il avait dormi, enseveli sous la montagne, enchaîné par le poids de la pierre, mais le bruit des marteaux, la fièvre de l'or blanc, l'obsession de creuser sans fin, tout cela finit par briser son sommeil. Le choc fut tel qu'aucun récit n'a pu en rendre toute l'horreur. Les flammes jaillirent des profondeurs, les salles s'emplirent de cris et de fumée. En un instant, la gloire de Khazad-dûm se transforma en cauchemar. Le Balrog, que l'on appela ensuite le fléau de Durin, dévora la cité comme une ombre vivante. Les nains, malgré leur courage, durent fuir, abandonnant leurs trésors, leurs forges et leurs champs. Et la Moria tomba dans le silence, habitée désormais par une terreur qui ne connaissait ni fatigue ni oubli. Pourtant, une question demeure. Ce Balrog était-il seul? Avait-il été le seul gardien des abysses, ou n'était-il que l'un des échos de ce que recelaient les ténèbres plus profondes encore? Les nains, réduits au silence, ne l'ont jamais dit. Les elfes, qui connaissaient la nature des Balrogs, n'ont jamais confirmé non plus, et certains sages murmurent que dans les entrailles de la terre du milieu dorment encore d'autres vestiges des guerres du premier âge. Les profondeurs interdites de la Moria ne livreront sans doute jamais tous leurs secrets, mais l'existence même du Balrog est une preuve effrayante. Creuser trop profondément, c'est risquer de réveiller ce que la pierre avait réussi à enfouir. Peut-être que sous les racines de Khazad-dûm, aux côtés de cette ombre de feu, d'autres mystères demeurent prisonniers, des créatures oubliées, des souvenirs de Morgoth, ou même des passages menant vers des régions du monde que nul n'a jamais foulées.
Et lorsque l'on contemple les salles vides de la Moria, il est difficile de ne pas se poser cette question obsédante. Qu'auraient découvert les nains s'ils avaient osé descendre encore plus bas? Les nains de Khazad-dûm, malgré leur réputation de pragmatisme et de dureté, n'échappèrent pas au pouvoir des légendes. Car plus leur marteau résonnait dans la pierre, plus les ténèbres semblaient s'épaissir autour d'eux. Dans l'ombre des galeries naquirent des récits qui se transmettaient à voix basse lors des veillées entre les murs des salles encore éclairées. Ces contes parlaient de passages infinis, de tunnels qui ne s'arrêtaient jamais, comme si les entrailles de la montagne ne connaissaient pas de fin. Certains affirmaient que les mines descendaient jusqu'aux racines même du monde. Là, disait-on, la roche n'était plus qu'un voile fragile et au-delà brûlait le feu premier, celui qui avait façonné Arda à son commencement. D'autres légendes évoquaient des rivières souterraines qui coulaient depuis des âges immémoriaux, charriant des eaux venues de lieux où nul être vivant n'avait jamais posé le pied. Ces fleuves invisibles auraient traversé les cavernes comme des veines de la terre, rejoignant des mers noires et silencieuses où se reflétaient des étoiles que personne n'avait jamais vues. Mais les récits les plus troublants concernaient les échos. Certains mineurs racontaient avoir entendu au plus profond des sons qui ne leur appartenaient pas. Des chœurs lointains, des murmures qui résonnaient contre la pierre, comme si une langue ancienne, oubliée depuis le premier âge, cherchait à se faire entendre à travers la roche. Pour certains, il s'agissait de simples illusions, fruits de la fatigue et de l'isolement, mais d'autres y voyaient les vestiges des guerres de Morgoth, les échos des cris et des chants de ses serviteurs, emprisonnés à jamais sous la montagne. Dans ces légendes, Khazad-dûm n'était plus seulement une cité, ni même une mine. C'était une passerelle vers les secrets les plus anciens d'Arda. Quelques sages parmi les elfes, s'appuyant sur des récits fragmentaires, allaient jusqu'à suggérer que les galeries de la Moria pouvaient s'étendre au-delà de ce que même les Valar avaient imaginé. Car lorsque les puissances d'Aman façonnèrent le monde, elles n'en contrôlèrent pas chaque détail. Dans les profondeurs, là où la lumière d'Iluin et d'Ormal, les premières lampes, ne s'étaient jamais répandues, l'ombre de Morgoth avait peut-être laissé ses traces. Les abysses de la terre du milieu étaient restés hors de portée des dieux, et il n'était pas impossible que Khazad-dûm, en s'y aventurant, eût touché à ces zones vierges, plus anciennes que toute mémoire. Cette idée glaçait le sang, que la Moria fût non pas une œuvre close, mais l'entrée d'un réseau souterrain sans limite, connectant des régions du monde qu'aucun peuple n'avait jamais explorées. Certains prétendaient même qu'en suivant certains tunnels, on pouvait marcher des jours entiers, des semaines peut-être, et se retrouver dans des terres lointaines, à des centaines de lieues de là, sous des montagnes étrangères. Les plus téméraires rêvaient d'y voir des routes secrètes, mais la plupart y voyaient plutôt des chemins de perdition où le voyageur s'égarerait pour ne jamais revenir. Entre mythe et réalité, la frontière restait floue, car si les nains se méfiaient des superstitions, ils ne pouvaient nier ce qu'ils avaient eux-mêmes vu. Des salles si vastes qu'aucune torche n'en perçait l'obscurité, des gouffres où la pierre jetée ne rendait jamais d'écho, des courants d'air glacés qui soufflaient d'on ne sait où. Ces preuves tangibles nourrissaient les légendes, et les légendes, à leur tour, transformaient chaque bruit, chaque ombre en signe de mystère. Ainsi, Moria n'était plus seulement une cité déchue. Elle devenait le symbole d'un vertige plus profond, celui de l'inconnu absolu. Car si les galeries avaient réellement touché des régions insoupçonnées, si elles avaient frôlé des forces plus anciennes que les Valar eux-mêmes, alors peut-être que Khazad-dûm avait ouvert une brèche vers une vérité interdite. Une vérité que ni les nains, ni les elfes, ni même les hommes n'étaient prêts à affronter. Et chaque fois que l'on évoque les ténèbres de la Moria, une même pensée revient, lancinante. Ce qui dort dans les abysses n'a peut-être jamais été révélé, et il vaut sans doute mieux qu'il en reste ainsi. Moria incarne à la fois la grandeur et la chute, l'apogée de l'ingéniosité naine et l'abîme dans lequel cette même ambition l'a précipité.
Khazad-dûm fut un royaume incomparable, un joyau souterrain dont la mémoire résonne encore à travers les âges. Mais son destin rappelle une vérité universelle. Toute quête sans limite finit par réveiller ceux qui devraient rester endormis. Dans la splendeur des salles et des ponts se cachait déjà l'ombre d'un avertissement. Chez Tolkien, l'inconnu n'est jamais un simple décor. Il possède une force propre, une dimension presque sacrée. Les profondeurs de la Moria, comme les mers lointaines ou les forêts obscures, ne se livrent pas entièrement au regard. Elles nourrissent l'imaginaire, entretiennent le vertige et rappellent que le monde de la Terre du Milieu est toujours plus vaste que ce que ces peuples peuvent embrasser. C'est cette part d'ombre et de mystère qui lui donne sa puissance et qui fait naître à la fois crainte et fascination. Peut-être ne saura-t-on jamais jusqu'où descendent réellement les tunnels de Moria. Peut-être que les légendes resteront toujours plus grandes que les cartes et que les abysses garderont leurs secrets. Mais c'est justement cette incertitude qui fait vibrer son nom comme une énigme éternelle. Moria. Un mot qui évoque autant la splendeur perdue que l'ombre insondable. Et si vous aussi, vous voulez continuer à explorer les secrets de la Terre du Milieu sans vous perdre dans ces ténèbres, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Après tout, même Gandalf avait besoin d'un peu de lumière pour traverser la Moria.